Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée à thème sur l'UX Stratégie. Une soirée d'anthologie qui va vous faire vivre une expérience n'en doute pas formidable et vous va faire apprendre beaucoup plus sur les arcanes du métier. Et avant toute chose, nos partenaires ici pour introduire l'UX Stratégie et cette soirée à thème Flupa pour vous parler de leur formidable association et du pouvoir qu'ils offrent aux UX designers du monde entier. Bonsoir à tous. Donc c'est moi qui présente Flupa ce soir. Alors l'association Flupa, c'est une association qui a pour vocation de promouvoir la pratique sur l'expérience utilisateur et l'approche expérience utilisateur. On a pour objectif aussi d'animer un réseau de professionnels qui se compose principalement d'acteurs privés, du public, chercheurs, étudiants, etc. On compte 19 antennes qui sont réparties sur 5 pays différents, donc la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec et la Suisse depuis 2019. On organise des événements en ligne, mais aussi en réel quand c'est possible, hors Covid. Et ces événements, en général, c'est des apéros, des conférences, des projections documentaires et même des ateliers lors d'événements du type World Usability Day, les challenges antennes annuelles, etc., etc. Le gros événement qu'on organise chaque année, du coup, c'est les UX Days, que peut-être vous connaissez déjà. Donc, il a lieu une fois par an à Paris. Donc, cette année, il n'avait pas lieu, mais on espère que l'année prochaine, il aura lieu. C'est un jour d'atelier et 2 jours de conférences qui réunit près de 1000 professionnels, étudiants et curieux de l'UX. Le deuxième événement qu'on organise aussi, la slide d'après, c'est les UX Camp. Donc, en fait, c'est un événement collaboratif qui s'organise avec une soirée inspirante, avec une conférence et des échanges autour d'un cocktail dînatoire ensuite. Et puis le lendemain, les participants peuvent pitcher des sujets sur lesquels ils veulent organiser des ateliers, conférences ou débats. Et ensuite, ces événements-là sont votés, les sujets préférés sont votés, et ensuite, les participants peuvent proposer les ateliers qui sont votés. L'après-midi, donc, il y a des ateliers sur ces sujets-là. Et dernière info que je dois vous partager avant de vous laisser avec cet événement sur l'UX Stratégie. Donc, du coup, je voudrais remercier aussi nos adhérents qui soutiennent l'association. En fait, sans eux, on ne pourrait pas organiser tous les événements qu'on organise. Vous pouvez d'ailleurs vous-même devenir adhérent si vous souhaitez via le lien qui s'inscrit là, flupa.eu adhérer. Et les avantages d'être adhérent, donc c'est de soutenir tous les meet-ups qu'on organise ou les conférences online. Et puis aussi, vous pouvez avoir des tarifs préférentiels pour les 2 événements principaux qu'on organise là que je viens de présenter. Dernière info, du coup, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Slack, où il y a une grosse communauté aussi où vous pouvez partager sur les sujets de l'UX. Et également, vous pouvez retrouver plusieurs replays de conférences en ligne qu'on a organisées sur notre chaîne YouTube. Du coup, voilà, je laisse place de l'UX Stratégie maintenant. Formidable, merci pour le pouvoir que toi et la Flupa conféré à la communauté. De rien. À présent, nous allons pouvoir commencer cette soirée sur le thème de l'UX Stratégie et parler immédiatement de qui nous sommes. Alors, l'UX Band, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un groupe de 4 larrons ici qui portaient le masque ce jour-là et qui sont unis par 4 valeurs: passion, compétence, ouverture d'esprit et bienveillance. Tout cela pour dire que nous faisons ce genre d'événements étranges qui repoussent les limites du communément admis, dans une volonté de partager à la communauté et de passer un bon moment tous ensemble pour parler de ce qui nous passionne avec, nous l'espérons, beaucoup de contenu de qualité à vous partager. Notre but, partager, apprendre ensemble et bien sûr, profiter de l'instant présent. Et notre ambition, contribuer aux pratiques de demain via les pratiques ésotériques que nous avons pu mettre en place pour préparer ces soirées comme l'Aqua Workshop et le Chat PowerPoint. Nous avons un premier cahier que vous pourrez retrouver pour étudier les arcanes
du cadrage en UX. Et aujourd'hui, nous avançons encore pour un nouveau contenu. Alors, cette soirée 4 sur l'UX Stratégie va commencer bien sûr par accumuler le pouvoir qui existe dans l'univers pour obtenir toute la connaissance infuse sur l'UX Stratégie. Nous allons donc invoquer les slides pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir dans le domaine. Aujourd'hui, nous allons apprendre à prendre en compte les humains à une nouvelle dimension, leur part rationnelle, émotionnelle et peut-être même spirituelle. Connectons-nous aux énergies de l'univers pour recevoir sa sagesse et prendre en compte les utilisateurs à un niveau jamais égalé. Appelons à nous la puissance de l'UX Stratégie. Élémentaire, gardien de la porte du Nord, toi qui ancre et qui stabilise. Élément air, gardien de la porte de l'Est, toi qui souffle et qui inspire. Élément feu, gardien de la porte du Sud, toi qui réchauffe, protège et transforme. Élément eau, gardien de la porte de l'Ouest, qui nettoie et purifie. Ensemble, unissez-vous et apportez la lumière de l'UX Stratégie. Je sens l'énergie qui envahit ce PowerPoint. Oui, je le sens à présent. Il est complet. Il contient tout ce qu'il nous faut pour parler du X Stratégie. La présentation peut commencer. Nous avons ici une première définition. Peut-être, je sens, Manu, tu pourras nous éclairer sur la signification de cette slide. Merci Léo. On a tenté une définition commune pour vous apporter ce que c'était que l'UX Stratégie. Alors il y en a plein, il y a plein de façons de voir les choses, mais nous on vous propose de partir du principe que l'UX Stratégie, c'est tout ce qui va impliquer la stratégie globale de l'entreprise dans une démarche d'optimisation de l'expérience utilisateur et du coup toutes les actions tactiques au niveau de l'organisation, des process, des équipes qui vont améliorer l'entreprise à monter en maturité UX. David ? Et je suis tout à fait d'accord avec ça, je n'ai rien à rajouter. On est effectivement sur tout ce qui permet de monter la maturité, la stratégie, c'est vraiment ça. Comment est-ce que finalement cette maturité UX, on arrive à la faire monter? Le reste n'est que process UX, mais lorsqu'on parle de stratégie, autant qu'au niveau du produit que de l'organisation, on veut faire monter cette maturité UX de l'entreprise, comme tu l'as dit Manu. Donc peut-être est-ce que tu veux nous présenter les cinq niveaux de maturité? Tout à fait, David. Donc, je pense que vous connaissez des modèles de maturité, il y en a plein. Mon préféré, c'est la matrice de Kekendo, de maturité et en fait, vous allez pouvoir, quand vous travaillez dans une entreprise, essayer de cerner dès le début où en est votre boîte, où est-ce que vous allez travailler. Dans le niveau 1, en général, les gens ne sont même pas au courant qu'ils font de l'UX, ils ont très peu de connaissances là-dessus et ils doivent se former. Donc ça, c'est l'étape pour monter au niveau 2. Au niveau 2, ils deviennent des autoréférentiels de l'UX, donc ils vont commencer à travailler un petit peu en UX, mais ils ont des limites de temps, de coûts et de ressources. C'est en général là où on parle de mouton à 5 pattes, la personne qui doit tout faire en très peu de temps. Puis ensuite, cette entreprise va passer sur la usability test et va devenir un peu experte. Elle va commencer à formaliser, à expandre sa stratégie sur quasiment tous les produits, etc. Puis ensuite, elle va commencer à quantifier tout ça. Elle va quantifier l'expérience utilisateur pour avoir une façon centralisée d'étudier ça. Et donc, on va passer à une échelle d'entreprise où tout le monde va commencer à faire de l'expérience utilisateur. Et quand on atteint le step ultime de corréler ça avec les KPI, c'est là où on peut parler d'entreprise avec une UX maturité distribuée, où tout le monde, y compris le business et les stakeholders, vont être au courant de l'UX et vont l'apporter. Et ça, c'est très cool quand on travaille pour ce genre de boîte. Formidable, quelle synergie parmi ces intervenants. Et nous avons ici une première question qui a été ressentie dans les énergies et tirée des esprits du public pour répondre à vos questions profondes. Quel lien avec la stratégie classique? Comment pouvons-nous nous intégrer quand une stratégie est déjà en place? Et je sens que Lydie, tu as beaucoup de choses à apporter pour cette question. Quand on lit dans les arcanes du marketing, il faut savoir qu'il existe une stratégie très utilisée qui nous vient de l'Est et de l'Asie, de Kenshi Omae. C'est un japonais qui a travaillé sur ce qu'on appelle la stratégie des 3 C. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 3 C, il y a la notion de la découverte client et souvent, je m'en sers pour pouvoir rentrer et m'immiscer dans le marketing. Et du coup, arriver à mieux connaître les principes et à montrer à quel point la stratégie UX et la stratégie marketing sont interdépendantes. Formidable. Est-ce que tu veux dire ici que UX et marketing peuvent être en fait des amis? Moi, oui, je suis un peu schizophrène. Moi, je suis directrice marketing. Je me rappelle sur une des boîtes. Donc... On s'entend très bien, moi et tous mes autres moi-même, comme vous l'avez vu lors des autres soirées. Pour ça,
que j'ai tous ces costumes. Incroyable cette cohésion, incroyable. Je n'avais rien de particulier à rajouter, à part qu'effectivement, pour reprendre un peu le modèle et parler de la stratégie classique, moi, ce que j'avais à dire, c'est qu'effectivement, à faible maturité, finalement et tristement, la stratégie UX, c'est un peu le combat d'une seule personne. Mais lorsque l'on est à haute maturité, je ne fais que redire ce que Manu a dit, à ce moment-là, ça devient une explosion de puissance et d'énergie, et l'ensemble de la stratégie de l'entreprise va vers l'utilisateur. Formidable. Toutes les formes de stratégie ici se rejoignent pour chercher un alignement entre la marque, le produit, l'audience, l'expérience, les fonctionnements, détecter et corriger les incohérences et ensemble, ils arriveront au meilleur. Alors, personnellement, il faudrait que je vous parle de ce jeu. Parfois, il est dit plus ancien que le tarot. Il paraît même qu'il naît dans les racines même de l'Égypte. Cet outil de stratégie développé par le grand pharaon Jared Spool, qui, grâce à ses 130 leviers tactiques que vous allez pouvoir explorer, on en voit un ici-bas, qui est que si vous si vous arrivez à identifier les problèmes utilisateurs toujours autour du modèle de Kano, alors ce modèle de Kano pourra vous permettre de savoir qu'est-ce qui est utile pour l'utilisateur, qu'est-ce qui est une attente de base et qu'est-ce qui fait partie du delight, là où on peut toucher, comme on l'a vu hier, à tout ce qui est gamification. 130 cartes, 130 arcanes, que une fois que vous arrivez à trier et à prioriser, vous permettent d'identifier, en tout cas moi, lorsque je les utilise, me permettent d'identifier, et on me voit ici avec une compère en train d'utiliser ça pour la stratégie de la BNP, vous permettent d'identifier tous les leviers que vous allez pouvoir utiliser sur l'année qui vient, un peu moins qu'une année, avec pour chacun de ces leviers, qui est le responsable, quels sont les next steps, quels sont les objectifs associés à chacun de ces leviers. Et c'est ça, en fait, moi, qui me permet, c'est cet outil qui, lorsque je le mets en place, me permet d'identifier quel est le niveau de maturité UX de l'entreprise actuellement. Ce sont des leviers qui vont de choses très basiques jusqu'à des choses très, très, très poussées, niveau 1 jusqu'au niveau 5, comme on l'a vu tout à l'heure avec Manu. Et c'est ça, moi, qui me permet de savoir où en est l'entreprise, quels sont les prochains steps pour qu'à la fin de l'année, on soit monté d'un niveau. C'est un outil très, très puissant. Je crois que le tarot, comme je dis, s'en est inspiré. À vous. Une puissance primordiale alors. Sur cette seconde question, visiblement, comment surmonter la complexité a jailli de vos esprits avec des obstacles tels que la grande échelle d'une organisation avec une grande taille, beaucoup de marques, de données, de KPIs, beaucoup de canaux. Comment surmonter cette complexité pour faire cette stratégie? Et là, David, je sens que tu as encore une inspiration qui jaillit en toi. Ah, grand maître, mon inspiration n'est que la même que celle que je viens de vous partager. Utiliser ces leviers, identifier le niveau actuel et surtout passer une partie considérable de son temps parce que il faut au moins 10%, 10, 15, 20% de son temps dédié à se demander comment mettre en place ces actions et faire monter le levier, comment faire monter la stratégie, le niveau global de la boîte. Lydie, si tu m'entends, je souhaiterais te passer la parole. Je t'entends, David. Je reçois pleinement tes énergies. Je suis complètement d'accord avec toi et j'ajouterais que y a des KPI sur lesquels la user research, comme on l'a vu, vont directement agir. Donc tout ce qui va être les taux d'engagement. Donc du coup, vous allez sélectionner dans tous ces KPI sur lesquels vous allez pouvoir agir de manière primaire. Et ensuite, ça vous permet de remonter par capillarité à travers le savoir stratégique et de montrer que vous avez un impact concret qui peut être rapide, comme on l'avait vu avec notamment des A/B testing et de la personnalisation. David, je repasse la parole à Léo, qui apparemment a tout un tas de canaux à nous transmettre. Eh bien, tout simplement, il faut y aller progressivement. Nous commençons avec un plan tel qu'il est possible de le construire avec les outils qu'a présenté David et identifier les différents experts avec qui nous pouvons nous allier pour travailler à fond les canaux de communication, les cellules transverses et tous les contacts que nous pouvons créer, les alliés que nous pouvons nous faire au quotidien pour amener la stratégie. Nous allons pouvoir faire du coup un travail de fond en identifiant, comme l'a présenté Manu juste au-dessus, les quick wins, le genre d'action qui va nous prendre peu de temps et avoir beaucoup d'impact et constamment chercher à maximiser l'impact et minimiser les coûts et l'effort pour le plus rapidement possible amener la stratégie à son plein potentiel.
Maintenant, comment amener cette démarche face à des obstacles tels que la défiance, la stratégie déjà mise en place, le manque de temps ou de mandat, le manque de légitimité pour s'emparer d'un sujet tel que la stratégie? Manu? C'est à moi. C'est là où il faut vraiment être patient et avoir le sens du timing. Une fois qu'on a bien défini sa vision, qu'on a défini qu'est-ce qu'on allait faire comme quick win, il faut profiter du bon moment pour s'infiltrer dans les projets. Par exemple, si vous voulez créer un pôle de co-conception dans votre service, c'est plus judicieux de le faire juste après que votre entreprise ait vu une vidéo ou ait rencontré un partenaire qui en faisait déjà. Ça passera beaucoup mieux. Et des fois, il faut avoir préparé sa stratégie en avance pour justement profiter des fins d'année, des budgets qui passent pour demander plus de sous pour l'expérience utilisateur. Mais David, je crois que tu as une opinion différente de la mienne. Complémentaire, Manu, complémentaire. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique tout le process de design thinking à ma propre organisation, à ma propre équipe, en me disant ma vision, notre vision pour notre département design, pour notre département UX d'ici 1 an, 2 ans, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut faire pour en arriver là? Et pour ça, comme le proposait Morgan Peng au dernier UX Days, enfin les derniers qui ont eu lieu, en tout cas, faire des personas, des personnes décideurs. On a différents décideurs, certains sont des alliés, d'autres sont des réfractaires pour telle et telle raison. Il faut en faire des personas. Ensuite, comme elle le suggérait, voir quels sont leurs problèmes, quels sont leurs obstacles, quels sont leurs besoins et comment leur parler. Et à partir de là, c'est de la politique. C'est une stratégie politique qui se met en place aussi pour arriver à les faire arriver à ce que l'on veut finalement, à avoir plus de moyens, plus de temps, plus d'écoute. Et c'est grâce à ça et toute cette stratégie design thinking, donc aussi avec des ateliers d'idéation entre nous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que telle méthode soit acceptée par les décideurs, etc. Là, petit à petit, on arrive à faire monter. C'est pour ça que je dis qu'il faut passer du temps et il faut appliquer cette démarche. Surtout, il faut savoir qui sont les indécis. Les personnes qui sont vraiment des réfractaires totaux envers nous, il ne faut pas y aller, ça ne servira à rien, on dépensera beaucoup trop d'énergie. Il faut identifier quelles sont les personnes qui sont indécises, qui se disent oui, peut-être, je ne sais pas trop, et eux, il faut vraiment mettre toute l'énergie pour les faire tomber de notre côté, et ils entraîneront les autres avec eux, en fait. Ça marche très bien. Formidable. Nous sommes donc alliés vers une vision commune. Nous devons trouver comment parler à ces gens-là pour s'allier ensemble et apporter plus de valeur à l'organisation. Et j'ai retenu une méthode ici, proposée par Jérémy Cohen, qui a sorti récemment un livre avec justement ces tips and tricks pour mieux pratiquer l'UX au quotidien. Et son point était la méthode judo. En judo, quand on cherche à pousser quelqu'un là où il a tous ses appuis, là où il est fort, nous aurons du mal à le faire tomber. Mais si nous nous mettons un petit peu sur le côté et que nous le poussons là où il n'a pas d'appui, c'est là où il va pouvoir tomber et aller sur le côté. Et c'est cette même méthode que nous allons chercher dans l'UX qui est ne pas chercher à impacter là où l'impact va être très difficile car il y a beaucoup de réfractaires et beaucoup d'obstacles. Et plutôt chercher où peuvent se situer les quick wins et où, avec qui nous allons pouvoir avancer pour déployer la stratégie et atteindre la vision de l'entreprise. Léo, je crois que tu as invoqué Jérémy Cohen. Jérémy Cohen est actuellement parmi les participants, peut-être. Formidable. Il a parvenu à venir. Oui, peut-être veut-il nous expliquer sa méthode judo par lui-même, maintenant que nous avons réussi à l'invoquer. Je l'invoque et nous allons voir s'il parvient à monter sur scène. Jérémy. Monte sur scène. Jérémy. Oh, il arrive, mon Dieu. Ouais, bon retour, Jérémy. Oui. Incroyable. Bienvenue. Il est là. Jérémy, souhaites-tu nous parler de ton expérience dans le domaine? Vous m'entendez? Absolument. Oui, et on te voit. Allô? Tout à fait. Salut Jérémy. Bien sûr. Oui. Les énergies ont du mal à passer, visiblement. Non. Attends, j'ai un réseau qui est pas terrible en fait. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien, Jérémy. Très bien. Est-ce que tu nous entends très bien? Bah oui, je suis ravi d'être avec vous. Je suis désolé, j'ai pas un déguisement aussi magnifique que le vôtre. Tu as un masque. Mais j'ai un masque. Moi, je viens de vous rejoindre. Oui, donc on parlait d'avoir de l'impact, c'est ça? Tout à fait. Absolument. Comment fais-tu pour maximiser ton impact? Alors, je vous livre ma recette secrète. Non, en fait, j'ai une recette, mais qui doit s'adapter à chaque contexte. Moi, on va dire le tips que je pourrais donner pour essayer d'être le plus clair possible, c'est faire preuve d'empathie. C'est-à-dire que j'essaie de voir en face la personne qui est en face de moi, qui soit pose problème ou que je dois convaincre, ou que je dois embarquer avec moi dans une approche. J'essaie de voir en fait ce
ce qui lui pose problème aujourd'hui avec ce que je lui propose, et de voir en fait dans quelle mesure je vais pouvoir en fait lui faire miroiter que en allant en fait dans mon sens, ou en adoptant en fait une autre approche que je lui propose, ça va lui résoudre un point de peine. C'est-à-dire qu'il y voit un intérêt. Et donc effectivement, l'analogie avec le judo, comme Léo la reprenait, c'est si je me mets à contre-courant en disant non mais moi je suis pas d'accord avec toi, c'est comme ça qu'il faut faire. Là je suis à contre-courant, je vais devoir fournir un effort monstrueux pour le convaincre. Alors que si je me mets dans son sens, quelque part je lui dis bah t'as raison. Si par exemple c'est une problématique autour du délai, le PO qui dit on n'a pas le temps de faire de la recherche utilisateur parce que ça va exploser le timing, c'est dire bah ok très bien, moi j'ai vraiment besoin qu'on fasse de la recherche utilisateur, mais je comprends ton point, t'as raison, il faut pas qu'on explose le timing. Dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de réduire les délais, et au lieu de le faire sur 5 jours, bah, je te propose qu'on le fasse sur une demi-journée ou une journée, peu importe. Donc là, il va avoir l'impression, c'est réel, hein, c'est pas de la manipulation, il va avoir le sentiment d'être entendu dans sa problématique, et du coup, il sera d'autant plus enclin à me suivre en fait sur le sujet. Donc voilà, c'est globalement de faire preuve d'empathie, c'est de voir en fait ce qui peut vraiment poser problème, et de voir comment on peut adapter notre stratégie avec son point à lui. Voilà. J'ai donc l'impression que tu rejoins beaucoup David, où tu comprends la personne et ses besoins et ce qu'elle a apporté au projet et toute sa propre valeur ajoutée, et tu pars d'elle pour essayer de construire ensemble la solution pour avancer. C'est ça. Moi, je dis toujours qu'il faut s'appliquer à soi-même le processus de design, c'est-à-dire repartir de l'empathie, essayer de bien comprendre en fait ce qu'on fait dans la recherche utilisateur, vraiment s'ouvrir aux autres, et pour bien comprendre le sujet et apporter les meilleures solutions. En fait, c'est exactement le même principe, c'est de dire voilà, là on est face à une problématique ou une contrainte, comment est-ce qu'on peut au lieu de se braquer en fait et de lutter, mais plutôt se dire bah voilà, et comment je peux transformer ça en opportunité pour adapter en fait ma manière de faire avec la contrainte qu'on me pose, et néanmoins commencer quand même réussir à faire les choses. Alors c'est sûr que ça nécessite une capacité de prise de recul sur ce qu'on fait, de dire bah voilà, j'avais prévu de le faire comme ça, manifestement tel que je l'amène, ça ne fonctionne pas, et donc si je tiens compte du contexte ou de la situation ou des personnes que j'ai en face de moi, ce qu'elles m'opposent en fait comme argument, comment est-ce que en combinant tout ça, on peut quand même réussir à avancer petit à petit, quitte à se dire bah on va le faire en plusieurs coups, c'est-à-dire que aujourd'hui je vais avoir une demi-journée de recherche utilisateur, la fois d'après ça sera peut-être une journée, et puis jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif que je cherchais à atteindre. Ça sera peut-être pas aussi facile que ce que je pensais, mais en tout cas l'idée c'est de se voir avancer et de préparer le coup d'après. Et donc encore une fois c'est tenir compte du contexte, faire preuve d'empathie pour pouvoir avancer. Ben, voilà, c'est ça mon tips. Et tu fais donc preuve d'ouverture et d'agilité au quotidien. C'est ça, et de prise de recul par rapport au processus, de pas se comporter un peu sous forme de, je dis toujours d'ayatollah en fait des process, c'est-à-dire voilà, une recherche utilisateur, s'il n'y a pas 5 jours, moi je le fais pas, ou s'il n'y a pas une semaine ou 3 semaines, je ne le fais pas, mais plutôt de se dire bah je prends ce qu'on me donne, je prévois le coup d'après en me disant bah là si je vous montre en fait qu'on a réussi à faire des choses, peut-être que j'aurai d'autant plus d'arguments et d'autant plus de poids pour aller chercher un peu plus la fois d'après, et toujours un peu plus comme ça jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif qu'on se fixe. Donc vraiment être très pragmatique, prise de recul, et s'adapter voilà, au contexte. Merci beaucoup, Jérémy. Nous nous permettons de mettre en avant ton livre ici, qui vient de sortir. Et merci beaucoup pour tes contributions à la communauté et à cette soirée. C'est parfait, c'est avec plaisir. Vous êtes magnifique. Vous êtes descendre de la scène, comment je fais comme ça. Tada! Et bon voyage dans ta capsule à roulettes. Merci beaucoup. Alors à présent, grâce à tous ces apports, nous pouvons passer à la suite. La suite. La suite. La suite. Oui. C'est formidable. Alors, comment mesurons-nous l'impact? Face à ces obstacles tels que les projets très courts et la difficulté d'évaluer l'impact réel sur une intervention courte, comment nous y prenons-nous pour mesurer l'impact du projet? David, je sens que tu es là. Je suis là.
Et pour mesurer l'impact, je pars toujours de ce même outil parce que comme je vous ai montré, de cet outil, j'ai une dizaine de leviers à respecter dans l'année qui ne sont pas des leviers de projet, qui sont des leviers d'augmentation de maturité, qui sont des leviers sur lesquels je dois pouvoir voir l'évolution. Comme je l'ai dit, à chaque levier, par exemple, à la fin de l'année, il faut qu'on mette ce type de méthode en place. À la fin de l'année, il faut absolument que tout le monde connaisse la vision à long terme du produit. Et chacun de ces leviers, je suis venu lui assigner des KPI où je dois voir qu'au bout de 3 mois, par exemple, telle personne doit, tel N+2, ou je ne sais pas qui, doit avoir validé telle méthode. Je reste vague parce qu'à chaque fois, ce sont des KPI que je suis venu poser sur chacun de ces leviers, et c'est avec l'équipe design où on est venu se demander ça, comment est-ce qu'on va voir que dans 3 mois, ça aura bien avancé. Donc KPI interne, et quand il y a plusieurs projets, par exemple, quand je suis sur une agence interne et qu'on doit choisir entre plusieurs projets, ça aussi, c'est politique, c'est stratégique, c'est se demander entre un projet et un autre, lequel va nous permettre de faire augmenter cette maturité, lequel va nous permettre d'avoir plus de visibilité, de faire augmenter notre communication. Donc là aussi, il y a de la politique, mais il faut se dire entre plusieurs choses, je fais un choix à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour nous assurer que l'année prochaine, eh ben, cette visibilité nous est permis d'être plus en avant et d'avoir communiqué et d'avoir fait monter cette stratégie. Ce sont des KPI spécifiques à chaque projet. Lydie, est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors, j'ai mon crâne qui me parle et qui me fait penser à une petite aventure qui m'est arrivée. Un jour, je suis tombée sur un directeur marketing qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Je ne crois pas en la démarche. » Je lui ai dit que ça tombait bien, que pour une fois, j'étais pas dans la croyance, et je lui ai fait faire ce qu'on appelle un Opportunity Canva, qui est un outil de market qui permet de dresser un peu l'état de connaissance, la vision projet et surtout la connaissance utilisateur et donc des cibles, ce qu'on appelle les cibles en marketing. Et bizarrement, on a eu un trou dans cette raquette. qui a été tout de suite, qui est remonté. Et là, d'un coup, vis-à-vis du COMEX de l'époque, on s'est rendu compte que c'était quand même extrêmement important de connaître les utilisateurs. Et donc, ce qu'on a fait pour mesurer l'impact rapidement de la démarche utilisateur qu'on a mis après en place, et comme disait Jérémy tout à l'heure, au début, on avait peu de jours, puisque c'était un peu la guéguerre, parce que ça arrive, elle parlait des égos marketing, Manu, ça arrive aussi, de devoir se faire entendre, et du coup d'évaluer l'impact réel à travers de la personnalisation. C'est-à-dire que dès qu'on a eu les premiers profils, on a fait des A/B tests entre les propositions de l'ancien produit versus les propositions du nouveau produit avec le profiling, et on a mis, comme le disait David, des KPI qui ont permis de regarder que les gens naviguaient plus facilement, passaient plus de temps sur l'application, arrivaient à faire ce qu'ils voulaient, avoir ce qu'on appelle en marketing un Net Promoter Score qui était plus élevé, moins de détracteurs, etc. etc. Et du coup, ça a permis de faire remonter au sein de toute l'entreprise l'importance déjà de suivre cette connaissance utilisateur et de travailler ensemble, parce qu'on a finalement entre l'UX et le marketing des canevas qui sont quand même ultra proches, quoi. Donc voilà. Et Léo nous donne pas mal d'infos aussi de ton côté sur comment tu travailles avec l'impact dans l'entreprise. Tout simplement, en fait, une démarche agile et les méthodes telles que le soft launch et les early access permettent justement d'avoir sur des projets plus courts, plus vite du feedback et plus vite une confrontation au réel qui nous permet de mesurer l'impact. Il existe des formes d'études qui permettent justement d'avoir des retours très rapides sur si la stratégie semble porter ses fruits ou pas. Il y a Marion qui nous remonte une expérience où un directeur commercial lui a dit que l'UX c'était du bullshit et que quand il le vendait, il avait l'impression d'arnaquer les clients, à savoir que dans l'entreprise dans laquelle elle était, c'était la deuxième offre principale. Eh bien, ça pose du coup tout à fait cette question de comment mesure-t-on l'impact. Maintenant, quelle compatibilité avec l'agile? Des obstacles tels que comment prendre le temps de faire une stratégie globale et à la fois continuer à avancer et essayer. Comment avoir une direction claire tout en faisant des cycles agiles. David, peut-être voudras-tu contribuer à cette question-là? J'aurais beaucoup aimé que un Frédéric Dardion soit avec nous ce soir. Il nous aurait énormément éclairé, mais il n'a pas pu se libérer apparemment. Pour moi, dans tous les cas, c'est que dans l'agile, en étant enfermé dans des sprints ou dans des trains de design, ça va tellement vite que on est
on est trop embarqué. Pour moi, comme je disais, il faut vraiment des moments dédiés, il faut un rôle dédié. Il faut soit un rôle de UX Strat, de Head of, un lead qui a le temps de se sortir des sprints. La compatibilité avec l'agile, pour moi, une fois qu'on est vraiment embarqué dans les sprints, malheureusement, ça devient compliqué d'expérience. Ou alors, il faut qu'on ait négocié, qu'une personne ait négocié 15% de son temps pour ça. Les chapter design peuvent aider aussi à ce niveau-là, s'ils sont bien en phase. Un bon chapter design qui dédie 30% de son temps à ça peut aussi beaucoup aider, mais il faut vraiment négocier une partie de temps dédiée à l'augmentation de la maturité design. Tout à fait, David. Il n'y a peut-être jamais de moment parfait où changer la stratégie et donc impacter ce qui se passe en ce moment même dans les différents pôles. Alors peut-être que le meilleur moment, c'est maintenant, avec une personne dédiée. Et ainsi, nous avancerons la stratégie et nous ferons au mieux pour amener ça ensuite dans les différentes redirections que cela implique sur les projets. Pendant ce temps, les projets continueront à faire leurs cycles agiles et en communiquant beaucoup, les deux pourront s'entre-impacter et finir par merger. Tadam. À présent, une 6e question ici. Comment évaluer la maturité UX? Les obstacles ici sont, mais quels sont les outils? Quelles sont les démarches? Quels sont les KPIs? Et tu as déjà parlé de l'échelle de Jared Spool et de ses outils. Manu a déjà parlé d'un autre modèle et ce sont le genre de choses que nous recommandons. Il y a aussi tout ce qui est ce que nous avons évoqué déjà dans les séries précédentes sur comment nous munissons-nous de KPIs de la compétition ou de KPIs de cible qui nous permettent de bien voir où en sommes-nous par rapport à l'impact idéal que nous cherchons à avoir. Un outil tel qu'une user journey cible et une user journey actuelle nous peuvent nous permettre de comparer où nous en sommes et le chemin que nous devons encore parcourir. Et tout un tas d'indicateurs tels que la satisfaction ou le nombre de tickets support nous permettent de voir l'évolution de notre impact et de notre offre. Mais est-ce un sujet sur lequel Jérémy, là encore, veut contribuer et nous apporter ses lumières? On l'invoque. Il est en voiture. Ah, On le garde pour plus tard. en effet. Eh bien, nous le ferons revenir et réinvoquons Jérémy plutôt vers la fin. Maintenant, nous avons encore une question qui a été, je crois, je la sens, tirée de vos esprits par la magie de l'invocation des slides. Comment est-ce qu'on peut auditer la maturité UX? Alors, je vous ai montré une partie de l'outil que j'emploie quand j'audite des entreprises sur cette offre-là. Le premier bloc, c'est de connaître. Est-ce que le client connaît son client? Et du coup, vous allez pouvoir sur chacun définir plusieurs niveaux de maturité. Et par exemple, ici, c'est j'ai une idée précise de qui est ma cible. Si jamais on n'est pas bon sur le niveau 1, on ne sera pas bon sur le niveau 2 et le niveau 3. Donc, c'est un peu une façon de filtrer et d'avoir aussi un mapping sous forme de radar qui permet à chaque entreprise de voir sur quoi elle est forte et sur quoi elle est moins forte. Le deuxième bloc sera s'adapter. Est-ce que l'entreprise adapte sa conception à ses clients? Par exemple, mes solutions sont conçues pour mes clients, c'est quelque chose qu'on va aussi vérifier. Le troisième bloc, qui est la co-conception, je conçois avec mes clients. C'est demander l'avis et faire participer aux utilisateurs à des tables rondes. Ça, encore une fois, c'est un des 3e piliers de l'audit que je peux réaliser. Ensuite, on vérifie, donc on mesure que le client il est bien satisfait au quotidien. Donc, c'est via des KPI, des baromètres, des plans d'action, des mesures des retours clients. Et enfin, le dernier bloc, c'est anticiper. Est-ce que l'entreprise est capable d'anticiper le besoin client? Est-ce qu'il est sur les tendances? Est-ce qu'il analyse des schémas d'apprentissage des clients? Est-ce qu'il essaie de penser pas juste à la première expérience, mais aussi à toutes les expériences qu'il y a après? Et en fait, je vous l'avais dit, moi, j'aime bien ce côté Mike Giver dans mon métier d'inventer des nouveaux outils. Je m'inspire du coup de ce que fait Jared Pool, de ce qu'on va retrouver dans la stratégie marketing, dans la stratégie d'entreprise, pour créer des outils qui sont sur mesure et qui évitent en fait des fois de donner que des zéros à une entreprise qui vient se faire auditer pour progresser. C'est un peu moins sévère et du coup, le fait d'adapter, ça permet de moi aider l'entreprise à cerner les 2-3 actions qu'il doit lancer pour monter rapidement en maturité. Donc voilà pour mon outil secret. Et maintenant, la question donc complémentaire, la question qui revient souvent face à l'UX stratégie, mais comment gérer l'aspect politique du métier? Comment performer sur cet aspect qui parfois inquiète plus les foules? David? J'avoue qu'en lisant ça, je me rends compte que j'ai paraphrasé la question. Comment gérer l'aspect politique? À ma réponse, savoir faire un peu de politique.
Donc non, effectivement, il y a tous ces sujets de communication et je pense qu'avec ce que Jérémy a dit tout à l'heure et ce que l'on a partagé au niveau des personas et savoir leur parler, voir quels sont leurs problèmes, quelles sont les choses un peu complexes qui freinent la personne et agir dans ce sens, caresser un peu dans le sens du poil et savoir pousser. En fait, on parlait un peu de design thinking appliqué à notre méthode et à notre travail, mais c'est surtout le nudge. Comment arriver à nudger ces profils-là, ces personnes-là. On n'est pas des spécialistes forcément de la gamification et du nudge, mais en se renseignant un peu, on peut arriver à trouver des choses qui peuvent nous permettre d'avancer en nudgeant les autres départements, etc. Ce qui est vraiment essentiel, et on le verra après, c'est vraiment de mapper les relations qu'il y a dans l'entreprise et identifier donc quels sont les détracteurs, les alliés, etc. Et donc Amandine pousse que être formé à la négociation, oui, effectivement, c'est un jeu de négociation, sous ce jeu de politique. Il y a énormément de négociations et parfois il faut savoir dire non à certaines choses, faire des compromis parce qu'on sait que ça va nous donner l'opportunité d'avoir un oui sur autre chose et la prochaine fois d'avoir 2 oui. Et il faut savoir négocier. Tout à fait, je le disais dans ma partie, moi, ce qui a changé complètement le fait de monter en maturité et de convaincre Decathlon de faire de la user science, c'est ma formation de négociation. Où en fait, chez Decathlon, on a vraiment des acheteurs industriels qui sont des génies de la négociation et ils m'ont pris sur leur coupe et m'ont expliqué comment on faisait. Et je pense que sans ça, j'aurais jamais pu créer un poste, avoir les budgets. C'est vraiment essentiel dans notre métier. Pensez à dédier du temps, au moins 25% du temps, quand vous voulez monter en strat, à la communication, à la politique, à la négo, et identifier les détracteurs, j'en parlerai juste après. Et je voulais laisser parole à Jenny, qui a un outil super intéressant à nous présenter. Est-ce qu'on peut, maître du jeu, invoquer Jenny? Avec grand Johnny, plaisir. sur scène, Je Johnny sens apparaît que l'invitation est sur partie. scène, Johnny. Je sens qu'il se prépare et qu'il va apparaître. La 8-ball me dit Ah oui, Pression. bienvenue, La Gianni. 8-ball a parlé. Non, bonjour à vous. Alors moi, effectivement, là en septembre, j'ai fait des ateliers un petit peu de définition d'une nouvelle appli. Et donc, c'était des ateliers design thinking avec assez classique, persona, user journey, actuel et où est-ce que là, on voulait aller. Et en fait, vu que c'était un petit peu un sujet d'innovation, il y avait plein d'idées qui en sont sorties. Et ce qu'on voulait, c'est démarrer très rapidement sur un projet informatique classique en agile. Et en fait, ce qui n'était pas évident, c'était cette transition entre des ateliers qui étaient très strat et la réalisation concrète, la constitution du backlog, qu'est-ce qu'on allait mettre dans chaque sprint. Et du coup, j'en ai parlé avec mon Scrum Master, Jean Gauthier, qui m'a dit, écoute, il y a un truc qui est vraiment très bien en agile, c'est l'atelier Story Map. C'est en gros, tu vas vraiment reprendre ton parcours du début à la fin. Et à la limite, sur chaque étape du parcours, tu vas en déduire les grosses fonctionnalités. Donc, pour aider un petit peu à ça, je faisais une sorte de wireframe qui définissait chaque étape du parcours. Et très rapidement, on voyait sur une page de connexion, OK, il y aura un système de connexion. Sur la page d'accueil, il y aura peut-être des graphiques à mettre, des choses comme ça. Et donc, l'atelier StoryMap, c'est quelque chose que j'ai découvert là, il y a 2-3 mois. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui fluidifie en fait, la constitution d'un backlog. Attention, backlog hyper high level, on n'est pas au niveau des règles de gestion très précises. Mais voilà, si ça peut aider certains designers à utiliser cet outil, franchement, il est top. C'est un peu le mix entre design thinking et l'agile. Et ça aide vraiment à constituer quelque chose de concret, en fait, de redescendre un petit peu sur Terre. Merci beaucoup. Formidable outil que nous conseillons à nos concitoyens. On te fait disparaître? Merci Gianni. Tout à l'heure, Jenny. Et pendant la disparition, vu que les personnes qui regarderont plus tard n'auront pas accès au chat, il y a quelques ouvrages qui sont conseillés dans le chat. On voit Costa Machinski qui nous parle de Start with No de Jim Kemp. Je vois Léo, tu as parlé de Saint-Germain et la négociation. C'est un truc pour rigoler ou c'est un vrai livre? C'est un vrai livre qui raconte une négociation qui a eu lieu dans le passé et donc l'état d'esprit autour de la négociation. Super. Et Marion nous conseille l'Institut NERA pour faire des bonnes formations en négo, et pas que, mais apparemment, on peut s'orienter vers eux pour être formé à la négo. Nous pouvons continuer. Manu qui parle de nudge de tout à l'heure et petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens. Ah oui. Qui sont d'excellents livres.
Et je vous rajouterai, ne coupez jamais la poire en deux, qui a été écrit par un négociateur du FBI, qui est vraiment hyper intéressant. Et j'ai testé cette semaine, vraiment, il est vraiment bien, quoi. Il y a des outils en négociation, mais il y a aussi une question d'attitude. C'est pour ça que souvent, il faut un accompagnement pratique, des mises en scène, des jeux de rôle pour réussir à bien le mettre en pratique et se conditionner. Et surtout dans nos métiers où il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, on a d'autant plus de mal à passer à un niveau stratégique, parce qu'il faut être dans une attitude où on veut gagner, où on sait sur quoi on va déroger et souvent cette assertivité, elle nous fait défaut dans nos métiers. Et je trouve que c'est encore plus dur parce que moi, je me mets à devoir négocier par mail avec des acheteurs et avec d'autres personnes. Et du coup, pendant le Covid, effectivement, quand on a appris à le faire avec, en termes de posture, quand on se retrouve à devoir traduire ça à l'écrit ou en réunion, je trouve qu'en termes d'avantages, c'est plus complexe, quoi. De ne pas avoir le rapport physique là pour la peine, j'ai fait un vrai écart. Et Léo, tu voulais parler de ton style? Alors, en fait, c'est aussi important de trouver sa propre manière d'approcher le sujet. Et justement, la pratique est extrêmement bonne pour ça, pour trouver comment est-ce que nous, on y arrive d'une manière qui fonctionne. Et je rappelais ici ce qui a déjà été très bien mentionné, notamment par Jérémy, sur le fait de partir des stakeholders, de ce que eux recherchent, qu'ils valorisent, leurs objectifs et leurs intérêts, et d'apprendre à potentiellement aller dans ce sens et à appuyer là où on peut, quand on peut, pour le plus possible s'intégrer dans leur démarche et dans leur vision. Et pour le reste, on revient sur exactement tous les débats sur la politique que vous venez de proposer sur la négociation. Merci. Je vous propose un petit mapping. Alors, je vous donnerai jamais d'exemple réel quand je peux travailler dans des sessions de mentoring, mais ici, je vous propose un diagnostic d'entreprise. Vous pouvez très bien travailler pour essayer d'identifier au sein de votre boîte, et plus votre boîte est grosse, par exemple chez Orange ou chez AXA, ou même chez Ubisoft, ça fait des grosses entreprises où il faut identifier qui sont vos détracteurs, qui sont vos amis. Donc, vous avez les diables et les démons. Alors, souvent, le marketing, c'est le diable quand on est UX, parce que c'est eux qui ont les sous et c'est eux qui savent connaître les utilisateurs. Ils ont du mal à donner le budget. Vous allez pouvoir aussi définir qui a le plus de pouvoir. Et ça, pour le faire, il faut souvent faire appel au nombre de personnes qu'ils ont, au budget d'études, la place qu'ils vont avoir dans les COMEX, dans les comités de direction. Et donc, le fait de pouvoir mapper d'un point de vue très simple tous vos services, est-ce qu'ils ont le pouvoir ou pas le pouvoir, qui sont vos amis, qui sont vos ennemis, ça va vous permettre de plus cibler vos actions et de définir vos quick wins. Si d'ores et déjà vous vous trompez d'allié, si votre atelier n'a aucun pouvoir, vous avez des patrons des fois qui sont juste au placard et qui vont jamais activer, vous aider à aller plus loin, apporter l'UX, comptez pas trop sur eux et apprenez à vous débrouiller. Ce genre de mapping, vous pouvez le faire au niveau des services, mais vous pouvez aussi le faire pour chaque service au niveau des personnes. Qui sont vos détracteurs, qui sont vos amis, qui sont vos alliés, comment vous allez pouvoir faire. C'est vraiment la stratégie qu'il faut savoir employer et du coup connaître les gens, savoir les écouter, comme disait Jérémy, dans une attitude empathique. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, c'est La communication non violente, parce qu'elle explique qu'en fait, on réussit à discuter avec quelqu'un que quand on est prêt à l'écouter vraiment. C'est le message à retenir de ce bouquin-là, plus que les techniques qu'elle offre, hein, parce que si vous essayez de faire du forcing, ça passera jamais. Et cette empathie de comprendre leurs problématiques, ça va vous permettre de savoir d'utiliser le bon ton et la bonne façon d'approcher ça. Donc, je vous invite à être lucide dans vos grosses entreprises pour identifier bien qui sont vos amis, et qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. À présent, nous pouvons discuter de nos propres outils que nous avons utilisés dans le passé pour amener une démarche du UX stratégie et les partager avec vous pour que vous aussi vous ayez le pouvoir des énergies de l'UX stratégie. Alors ça, c'est un outil que j'utilise et je pense que je voulais peut-être présenter une fois ou deux. C'est l'UX stratégiste, en fait, il va opérer à plein de niveaux. Il va opérer sur la marque, sur le client, sur l'offre. Et Lydie, tu parlais des 3C, c'est un peu le pendant, on va dire, le copain de ça. Et si vous vous contentez de faire uniquement le client, vous n'aurez pas la portée dans votre entreprise que si vous avez un main en fait sur la stratégie d'innovation ou même sur la stratégie de marque. L'UX stratégiste dans une entreprise, ça, il va pouvoir l'accompagner, il va pouvoir le leader s'il a envie, toutes ces parties que je vous montre ici. Il va pouvoir coordonner et surtout, si vous êtes prestataire et vous vous rendez compte que la boîte n'est pas mature, vous pouvez l'exiger. C'est-à-dire demander avant de travailler, est-ce que vous avez une plateforme de marque? Est-ce que vous avez un plan directeur? Où est votre connaissance utilisateur? Quelle est votre segmentation stratégique? Et si les personnes vous disent non à tout, c'est là où vous pouvez venir avec cet outil et vous leur dire, voilà, moi j'ai un outil qui va vous permettre de vous synchroniser. Je suis juste là pour faciliter le travail et on va essayer de travailler tout ça pour que moi je puisse travailler. Parce qu'essayer de travailler l'UX, la stratégie UX sans avoir de plateforme de marque, sans avoir une vision, c'est un peu comme mettre des coups d'épée dans l'eau. Donc vous allez perdre beaucoup d'énergie, passer 2-3 ans, partir en burn-out parce que vous aurez tout donné. Mais ça, c'est vraiment pour moi un levier, un activateur. Et du coup, je vais vous montrer comment concrètement, nous, on l'a fait et nous, on l'a employé pour trouver notre propre nom. Il y a un workshop que j'adore animer, c'est le workshop sur les valeurs. Je le fais, je pense, une fois par semaine facilement.
Ça, c'est le questionnaire des valeurs de Schwartz. Je vous mettrai la référence dans le questionnaire ici. C'est un très bon questionnaire pour connaître les valeurs. Et tout comme les humains ont des valeurs, et même certains animaux, les entreprises, elles ont des valeurs. Et la façon dont vous communiquez sur vos valeurs au sein de vos publics, la façon dont vous communiquez, vous portez en interne vos valeurs, vous le sentez bien. Decathlon, par exemple, a des valeurs sur la générosité, sur le fait d'être vrai et responsable. Tout ça, c'est des valeurs qui ont été écrites. Et là, il y a un workshop qui est sympa à animer, où chacun vient poser ces 3 steps, ces 3 post-it pour dire, bah, c'est quoi vos valeurs. Et ici, vous avez les endroits où nous, on a posé nos valeurs en tant que collectif dédié à l'UX. Et vous voyez souvent, quand on a un collectif ou une entreprise qui est unie, vous allez toujours vous retrouver dans le même quart de cercle ou dans le même demi-cercle. Si jamais déjà, quand vous faites cet exercice-là, vous avez le cercle complet, vous savez déjà que c'est très, très mal parti et qu'il y a des gens qui portent pas et partagent pas les mêmes valeurs. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a défini nos valeurs, donc on vous en a parlé tout à l'heure, il y a un autre exercice qui est no leader. Le leader, c'est sur quel point de force unique on peut s'appuyer pour construire notre stratégie. Et là, par exemple, entre nous, on s'est questionné sur qu'est-ce qui faisait vraiment l'unicité de Lydie, Léo, David et moi ensemble. Qu'est-ce qui faisait quand on était nous? Qu'est-ce qu'on faisait vivre aux gens avec qui on interagissait? Quelles émotions on avait envie de leur faire vivre? Et qu'est-ce qu'on voulait leur permettre de faire qu'ils ne pourraient pas faire si on n'était pas là? Et du coup, de tout ça, ça nous permet d'avoir un cadre. Les valeurs, c'est votre cible. Et le leader, c'est un peu votre cadre qui vous permet d'avancer. Et donc ensuite, on a fait un petit workshop en mode à quoi workshop, où on s'est rendu compte rapidement qu'effectivement le champagne et la piscine, ça permettait d'être beaucoup plus créatif en termes d'idées. Et donc grâce à ça, on a généré plein d'idées sur le nom qu'on voulait avoir. Et vous avez la petite licorne qui vous pointe le nom qu'on a choisi dans tout ce workshop-là et qu'on a ancré. Tout ça parce qu'on avait des valeurs, tout ça parce qu'on avait un leader qui était clair. Et du coup, on a pu converger beaucoup plus facilement. Donc la stratégie, elle peut même être un soutien très fort au quotidien de votre UX en vous aidant, en drivant vos décisions de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager. Léo, c'est à toi. Eh bien, maintenant, nous avons une nouvelle question qui a surgi de vos esprits, qui est mais où faire sa veille? Où grandir et s'inspirer en UX stratégie? Et je vois immédiatement que David, tu as une première proposition à nous faire. Eh bien, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à remettre la liste sur les podcasts que j'écoutais et tous les blogs que j'avais pu suivre, étant donné que je suis pas très régulier là-dessus. Mais Leaders of Awesomeness, qui est un ensemble de designers, de managers du design qui viennent proposer des vidéos, des talks. Encore une fois, c'est l'idée par la boîte de Jared Spool, que j'aime beaucoup en stratégie. Et il y a énormément de contenu intéressant dans Leaders of Awesomeness. Je vous conseille de vous abonner, c'est un des seuls que je suis de façon régulière. Et je vais tirer au dé pour donner la parole à Lydie. Merci le dé. Du coup, moi, j'utilise beaucoup Harvard Business Review parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sortent. Après, c'est assez illégal, mais c'est intéressant à suivre. Et pendant le confinement, j'ai développé avec mon équipe un algorithme qui s'appelle Lisa, qui me permet de scanner les réseaux sociaux grâce au deep learning sur les sujets qui m'intéressent. Donc, ça me permet de voir les tendances et de me faire des petites cartes avec des petits paris d'augmentation, de changement de comportement. Donc, mes petits challenges. Et puis, on avait démarré ça avec Manu et je l'ai gardé parce que je trouve que c'est une bonne hygiène de toujours se raccrocher à ça. Et ça me permet de me bousculer dans mes croyances par rapport à des choses qui changent. Je vais à beaucoup aussi de réunions de start-upers dans la tech parce que ça permet de voir ce qui se fait et j'essaie de m'inscrire à plusieurs hackathons pour aller, regarder, rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout et du coup échanger au maximum. Et je vais demander à ma boule la prochaine personne et elle m'indique Manu. Super, Lydie, parce qu'on a quasiment les mêmes références. Eh bien, je lis le Financial Times, les documents économiques, parce que souvent, ça peut être un bon moyen, quand on discute avec des stakeholders, d'avoir un cran d'avance, de comprendre le contexte économique. Alors, je vous avoue que ça me fait super bip de faire ça. Le Harvard Business, c'est un must-have aussi. Il y a plein de market studies, d'études de marché spécifiques sur vos domaines qu'il faut avoir lu, bouquiner. On ne fait pas forcément que des métiers pour le plaisir, on fait aussi des métiers pour être efficace. J'adore aussi tout ce qui est cabinet de tendance, comme Péclair, Promostyle, WGSN, que je suis très régulièrement parce qu'ils sont en avance de phase sur toutes les tendances sociologiques. Et quand on sait ce qui va se passer dans le futur, ça aide vachement à aider les entreprises à se structurer de manière générale. Et puis, je vais aussi regarder les salons sur l'innovation, comme le Las Vegas Salon de l'innovation chaque année. Je lis au moins le rapport pour me tenir au courant des nouvelles technologies, pour être un petit peu un cran en avance et pouvoir aussi inspirer en interne sur plein d'idées structurantes. Et du coup, je vais lancer mon dé aussi. Léo.
Eh bien, vous pouvez utiliser des agrégateurs de contenu tels que Feedly pour aller récupérer des contenus de plusieurs sources et tel que nous le disions aux soirées précédentes, notre métier n'est pas sorti nulle part, il vient de tout un héritage d'autres métiers et comme nous le disions, la stratégie est liée à la stratégie dans plein d'autres domaines. Donc, suivre des UX stratégistes ou des documentations et des sites sur l'audience stratégie, la stratégie de marque, le product management, la stratégie de marché ou des articles de CEO peuvent parfois être intéressants pour prendre la température et voir les personnes qui ont le contenu le plus intéressant à proposer. Ici, aller se former sur d'autres approches, les approches des startups, tous les jobs de product owner, product manager, marketing et direction, leadership peuvent permettre d'enrichir sa propre vision et d'avoir une compréhension de la situation qui soit bien plus complète et qui prenne mieux en compte tous les différents domaines. Enfin, après ce premier temps sur toutes les questions qui ont été récupérées dans vos esprits par les énergies, nous allons pouvoir vous proposer de monter vous aussi sur scène et partager vos tips peut-être pour mieux amener le changement et la montée en maturité UX ou des KPIs particulièrement pertinentes à votre avis, un outil de stratégie peut-être qui a fait la différence pour vous ou tout simplement peut-être que vous avez envie de monter pour poser une question qui vous brûle les lèvres et approfondir le sujet. Alors, Gianni, veux-tu monter sur scène pour parler de cela, par exemple? Il a cité plein de références, ce serait bien qu'il en parle. Ah oui. Gianni, je pense que si tu en es d'accord, nous allons te faire monter sur scène. Quoi? Oh non, il laisse sa place? Oh mon Dieu! Tout à son honneur, tout à son honneur. Eh bien, Nagi, nous serions heureux de te revoir sur cette scène. Ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un a des tips, une situation vécue en stratégie, une autre question peut-être qu'il voudrait poser à toutes les personnes ici présentes. N'hésitez pas, prenez votre place. Nous avons besoin de vous et de votre savoir. Pas besoin de super costumes pour venir. Ne vous laissez pas avoir par le syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit du genre. Laissez ces choses-là dans les tréfonds de la terre. Amandine, souhaites-tu nous parler de ta démarche de stratégie pour l'innovation? Vous pouvez refuser les invitations. Ça peut être super. Marion, Amandine. Ah, Amandine, ok. Amandine, avec plaisir. Nous t'invoquons. J'ai pas Bienvenue, Amandine. Merci. Non, mais je n'ai pas d'outils en particulier, en fait, parce que dans mon équipe, c'est un petit peu particulier. Il y a un freelance, en fait, ils ne sont pas réfractaires complètement, mais ils ne voient pas l'intérêt. Et du coup, moi, en fait, ma démarche, ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis dans cette équipe. Et en fait, ce que j'ai fait, ce que j'essaye de faire avec eux, c'est que plutôt que d'avoir une démarche UX centrée sur nos utilisateurs, j'ai une démarche UX centrée sur eux. C'est-à-dire que, en fait, pour l'instant, peu importe si notre produit, on fait des prototypes, en fait, si nos prototypes plaisent ou pas, c'est pas ma question UX du moment. Le moment, en fait, je juge qu'on a bien bossé en tant qu'équipe si, dans l'équipe, d'un côté, ils sont intéressés aux utilisateurs et si eux, ils ont essayé de comprendre une certaine démarche centrée sur l'utilisateur. Et pour l'instant, c'est ça qu'on fait, en fait. Donc, c'est pas... j'ai pas d'outils en particulier, mais c'est plutôt en termes de démarche. En fait, je pense que j'ai vraiment pris du recul et je me suis dit, OK, les utilisateurs, c'est chouette. Mais l'équipe, c'est encore plus important parce que si l'équipe n'est pas convaincue de la démarche, j'arriverai à rien, en fait. Et ça fait à peu près 1 an qu'on fait ça. Et là ça commence seulement à émerger, en fait. Là, c'est eux qui viennent me voir, en fait. C'est eux qui posent des questions sur les utilisateurs. C'est eux qui font des propositions, qui me demandent des choses. Et là, dans ma tête, je commence à switcher tout doucement et je me dis, ah, ça y est, c'est bon, maintenant, il commence à être un peu prêt et on peut vraiment y aller, quoi. Donc, c'est pas, je sais pas si ça vaut pour toutes les boîtes. Moi, j'ai une équipe en particulier, on est peu nombreux. Mais ouais, je pense que des fois, quand on est UX et qu'on veut faire un peu de stratégie, il faut vraiment se recentrer sur son équipe avant de penser aux utilisateurs au sens très large. Voilà, c'était mon petit partage. Donc, si je te comprends bien, tu as mis de côté ce que toi, tu souhaitais apporter pour t'intéresser à ce qu'ils étaient prêts à recevoir
et aller dans ce sens. Exactement. Et même, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que vraiment, les utilisateurs qui utilisent mes protos, c'est pas que je m'en fous, hein. Je m'en fous pas du tout. J'estime quand même qu'il faut faire quelque chose de qualité, mais c'est pas eux que je vais regarder en fait. Bizarrement. Ça paraît bizarre, hein, dit comme ça, mais moi, vraiment, mes indicateurs pour savoir si, ok, ça a marché, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est l'équipe. C'est leur ressenti, c'est ce qu'ils ont pensé, c'est est-ce qu'ils sont amusés à faire ça et est-ce qu'ils vont regarder les retours, est-ce qu'ils vont commencer à s'intéresser aux retours des utilisateurs. Et c'est une démarche un peu de côté, en fait. Mais parce que je peux me le permettre, c'est-à-dire parce que nous, on ne vend pas de produits. Notre but, c'est vraiment d'essayer de faire des prototypes et de tester de nouvelles technologies, on va dire ça comme ça, de nouvelles technologies, de nouvelles approches. Et du coup, quelque part, je peux me permettre de mettre nos clients, entre guillemets, un peu de côté pour me concentrer sur l'équipe. Et je pense, ma perception, c'est que c'est jamais du temps perdu, en fait. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de l'équipe qu'on a, mais j'ai vraiment l'impression que maintenant, c'est bon, c'est OK, ils sont assez matures, et maintenant, on peut faire des trucs plutôt cool. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais... C'est parfait. C'est très bien, merci beaucoup. Merci. De rien. Et on a Carole avec nous. Aussi. Ouais. Oui, bonsoir. Bienvenue. Du coup, moi, j'avais des choses à dire sur la stratégie. Moi, c'est un peu complexe parce que souvent, j'interviens plutôt sur des missions courtes. Donc, du coup, j'ai pas forcément le temps de mettre des choses très profondément en place. Mais je vais rejoindre ce qu'a dit Amandine, en fait, sur la cohésion d'équipe et la vision commune, en fait, qui est vraiment super importante. Et la plupart du temps, quand je commence des projets, je commence toujours par un atelier vision. Pour s'assurer qu'en fait toute l'équipe est embarquée sur le même produit, sur la même chose en fait. Donc du coup j'ai un exercice que j'aime beaucoup qui est dans le livre Game Storming. Peut-être que certains d'entre vous l'avez. Ouais. Et cet exercice, ça s'appelle le Pinocchio. Donc je l'ai un peu customisé, je l'ai simplifié en fait. Et ça se simplifie en 5 questions. Donc de mémoire, c'est qui suis-je, quel est mon combat, quelle est ma communauté, en quoi suis-je différent, et il y en a une dernière, je me rappelle plus, mais enfin voilà, ça donne quand même la tonalité et ça permet justement de voir si tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour une petite anecdote, ça me rappelle une fois, j'étais sur une mission. En fait, j'ai commencé la mission qui consistait à faire à la base un audit ergonomique pour un éditeur de logiciels. Et en fait, toutes les personnes en fait qui étaient que je devais, avec qui je devais travailler, c'était des PO qui travaillaient chacun sur des fonctionnalités. Et donc quand j'ai commencé à faire ma mission, et je me suis rendu compte qu'en fait, ils me disaient mais nous de toute façon on travaille pas sur le même produit. Et je me dis en fait, si, vous travaillez sur un logiciel commun, c'est juste que vous avez des fonctionnalités différentes. Et du coup, pour les amener à ça, j'ai fait un travail déjà de formation justement pour les amener justement à travailler ensemble, donc avec des méthodes de co-conception, etc., des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Donc il y avait toute une acculturation vraiment à ces méthodes-là. Et aussi, il y avait un atelier vision. Et le truc qui m'a vraiment fait plaisir à la fin, c'est qu'à la fin de l'atelier vision, on m'a dit ah ben oui, en fait, on a un objectif commun et on travaille sur la même chose. Et ce qu'ils n'avaient pas du tout identifié avant et ce que j'avais trouvé hyper bizarre, qu'ils pensent qu'ils ne travaillaient pas sur le même produit, alors que si. Donc hyper important effectivement de ce que disait Amandine, de mettre tout le monde, d'embarquer tout le monde dans l'aventure en fait. Donc première phase d'alignement et de recentrage sur l'équipe pour pouvoir ensuite mieux reculer pour mieux sauter en fait d'une certaine manière. Oui, alors se créer des alliés en fait, c'est ce que disait, c'est ce que je sais plus qui parlait de vous d'identifier ces alliés, mais moi dans mon équipe j'ai dû me créer ces alliés là parce qu'en fait sinon j'arrivais pas à en identifier justement et je pense que c'est ça aussi la clé. J'ai une anecdote un peu comme toi, Carole, mais que j'ai trouvé un peu plus grave. C'était moi, je démarre souvent mes missions avec le Start with Why et le cercle de l'innovation qui vient d'Apple et qui a été remis au goût du jour par Simon Sinek. Et en fait, on réunit les stakeholders, on fait l'atelier et du coup, après, je leur dis, c'est à vous de le présenter parce que je veux vous l'accaparier à vos équipes. Et en fait, les équipes ont dit qu'ils faisaient pas le même métier et du coup, ça a jeté un froid. Et du coup, on a dû tout recommencer. Mais je me suis dit, c'est quand même dramatique que toutes les parties prenantes voient leur entreprise avec cette vision et que tous les opérationnels utilisent des mots qui sont complètement contradictoires. Et du coup, ça a permis de recentrer, de dire, en fait, on se rend compte que
il y a tout dans l'UX stratégie, il y a vraiment tout un côté politique, comme on disait, mais aussi de réaligner les gens. Parce que des fois, non seulement il y a des silos, mais le fait d'avoir des silos fait que les gens ont oublié de communiquer ou de se réunir autour de la vision du produit. Ils ont chacun un peu souvent des objectifs qui peuvent être différents. C'est ce qu'on disait avec Léo récemment. Il y a certaines boîtes qui ont des BU où alors là, les KPI commencent à être carrément complètement antinomiques, voire compétitifs. Et du coup, d'arriver avec cette nouvelle mission sur des missions courtes, où nous, on essaie un petit peu de se dire, OK, vers où on va, ça permet de casser des silos et d'avoir vraiment des choses complètement différentes. Et cet atelier, l'avantage, c'est qu'il est assez rapide à mettre en place et ça secoue vraiment les organisations. Donc, il y a une grande phase pour créer l'alignement et faire en sorte que les problèmes d'alignement se voient et soient corrigés. Et là, tu parlais justement, une fois qu'on commence à poser la stratégie et l'alignement et qui sommes-nous et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ensemble et quelle est la vision vers laquelle nous allons tous ensemble, pour montrer justement comment le vocabulaire, par exemple, peut tout à fait être aligné avec les valeurs et devrait être aligné avec les valeurs. Et il y a beaucoup de marques qui le font très bien et à qui ça sert beaucoup. Et donc, justement, si on emploie un vocabulaire qui n'est pas du tout aligné avec nos valeurs, on va avoir une friction. Et un grand travail, en fait, l'UX va chercher à retirer les frictions de l'utilisateur. Mais ici, nos utilisateurs, ce sont, comme vous l'avez très bien mentionné, les équipes aussi. Et retirer les frictions au sein des équipes pour arriver vers la vision fait aussi partie du coup de cette démarche du stratégie. Et du coup, une question que j'ai eue il y a pas longtemps de la part d'un étudiant, et du coup, je vous la pose. À un moment, on est très dans l'opérationnel. Et puis petit à petit, on voit qu'on commence à prendre du recul, on a un peu cette sensation. Et on me demandait, mais finalement, à partir de quel moment on fait de la stratégie? Et j'ai pas vraiment su répondre à ça. À partir de quel moment on peut vraiment dire, ok, là maintenant, je commence à mettre les pieds dans la strat, et c'est vrai que ça vaut le coup de commencer à aller regarder des podcasts, à commencer à en parler, parce que ça commence à arriver sur mon domaine de responsabilité, parfois de façon complètement informelle, enfin non officielle. Et d'après vous, à quel moment on commence à faire de la strat? Est-ce qu'il y a un moment un peu twist, un petit peu marqueur, un seuil? Quand on arrête de faire que de l'opérationnel. Ouais, ce que j'allais dire. Quand on arrête de faire de la prod et qu'on s'intéresse vraiment aux produits, au positionnement, aux besoins, etc. Moi, je rentre par les KPI et l'analytics, du coup, c'est très vite stratégique. Donc, l'avantage, c'est comme on me donne des chiffres, j'ai l'impression que la donnée permet tout de suite de casser des préjugés. Et c'est toi, David, qui disais qu'à un moment donné, il faut leur faire un peu peur. L'avantage des chiffres, quand on les manie bien, c'est qu'on peut montrer des progressions, mais aussi dire attention, le fait que vous n'ayez pas mis ça en place, là, c'est critique sur ça crée tel pain point et les chiffrer concrètement. Amandine, tu avais une remarque? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais moi, je pense que ça dépend de la maturité des équipes et de ce qu'ils attendent du rôle de l'UX, parce que ça, j'ai l'impression que c'est clair dans très peu d'entreprises. Et des fois, c'est aussi à nous de l'amener, en fait, ce côté stratégie, je pense, dans la plupart des cas d'ailleurs. Et du coup, parfois, c'est à nous de prendre un peu le lead et de voir comment ça passe finalement. Des fois, ça passe, des fois non. Donc ouais, moi je dirais, si on te donne pas le temps et que tu sens qu'il y a un besoin, peut-être que ça vaut le coup de le prendre un peu et justement d'amener des KPI, d'amener des choses. Et c'est pas forcément quelque chose qui doit venir du dessus pour moi. Mais après, encore une fois, ça dépend vraiment des boîtes, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont matures sur ce sujet. Donc, à mon avis, tout UX, à un moment, devra se former en UX stratégie. Fort bien. Je vois que Naji, dans le chat, parle de quand on est en mode holistique, qu'on a une approche globale, et surtout quand on mène du quanti et du quali, comme le dit Lily. Manu? Forcément, et je pense que par holistique, il entend vraiment pas que juste transverse sur nos métiers, mais transverse par rapport à toute l'entreprise. C'est-à-dire quand tu es capable de communiquer avec le retail, avec la prod, avec la com, avec le marketing, avec l'édito, pour certaines boîtes, je crois que c'est vraiment là où, quand le lien se fait avec tous les services, qu'on peut vraiment parler de stratégie. Quand on a un impact global, donc. Ouais. Et moi, j'avais une question pour vous, les invités. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire de l'UX strat? Ou est-ce qu'il y a des profils? Naji nous dit non, pas tout le monde. Alors, pourquoi? Allons-y.
Nagy, c'est dommage que tu sois dans un meeting à côté parce que ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir ta présence sur scène pour nous expliquer. Et je suis d'accord. Du coup, David, tu peux nous dire pourquoi tu es d'accord? Il dit, En je viens attendant de qu'il finir. arrive. Nagy dit, je viens de finir, j'arrive. Et Bah. très rapidement, avant que Nagy n'arrive. Ah, mais attendez, du coup, on est 6. Ouais, je m'en vais. L'un d'entre nous va devoir. Ok. Pour moi, c'est clair qu'il y a des profils qui aiment l'opérationnel. Il y a des profils qui veulent pas, tout simplement. Il y a des profils qui se sentent pas à l'aise dans ces jeux parfois qui peuvent rentrer un petit peu politiques, dans ces négociations. Il y a des gens qui ont pas, c'est même pas une question de fibre. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, et il y a des gens qui veulent, qui sont très bons dans l'opérationnel, qui veulent rester dans l'opérationnel. Et je pense qu'il faut pas les pousser. Ça pourrait être nocif à la fois pour l'équipe, pour eux, pour tout le monde. Donc je pense que tout le monde ne peut pas faire de la strat parce que tout le monde aussi n'a pas envie de faire ça et n'est pas à l'aise avec ça. Nagy, qu'est-ce que... J'ai plus rien à rajouter en fait. Non, au-delà de ça, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont non seulement pas envie, mais n'ont surtout pas les épaules. Il faut être aussi sûr de sa posture, parce qu'il faut savoir à la fois emmagasiner les coups et en donner, parce que je vois soft skill passer, mais je pense qu'une personne qui veut être UX-Strat doit savoir donner des coups au bon moment et jouer aux échecs avec les personnes qu'il a en face de lui. C'est pas que du soft skill où tout le monde est gentil et c'est du bisounours. Moi, je fais de l'UX-Strat depuis quelques années maintenant et je peux te dire qu'il y a eu des moments où c'était vraiment la guerre, quoi. Et quand c'est la guerre, il faut savoir justement connaître ses alliés, ça c'est clair. D'où la cartographie des parties prenantes et connaître surtout les personnes qui sont entre guillemets ambivalentes, c'est-à-dire qui peuvent retourner leur veste très rapidement parce qu'elles sentent le vent tourner. Et moi, je me suis fait sortir d'une boîte clairement à cause de ça, il y a presque 6 ans. Donc, on était en train de mettre de l'UX-Strat, ça faisait 1 an que j'étais chez eux en mode consultant. Et c'est tout à fait ça, Manu, il faut avoir de l'intégrité, il faut être transparent, il faut rester soi-même, il ne faut pas non plus changer de retourner sa veste 1000 fois. Et c'est clair qu'au départ, il faut savoir mettre aussi des objectifs, etc., comme tout a été bien dit. Mais à un moment aussi, il faut, par rapport aux personnes qui te suivent et qui te donnent cette responsabilité, avoir une certaine posture et savoir donner des coups, entre guillemets. Quand je dis donner des coups, c'est pas rentrer dans une posture violente, mais c'est faut pas hésiter à montrer les crocs quand il faut le faire, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Moi, je suis sorti un peu de cette position du X-Strat depuis un petit moment, plutôt dans la prospective. C'est quelque chose qui me plaît plus. Parce qu'on est loin des compromis qu'on doit faire quand on fait des fois de l'UX-Strat et toute cette politique qui me fatigue un peu. Donc, je préfère faire de la prospective avec David, de toute façon. On le sait parce qu'on bosse assez souvent ensemble, mais je trouve que dans la prospective, on n'a plus cette tâche fatigante qui peut être très contraignante au niveau de l'UX-Strat et qui peut très rapidement te bouffer. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est fait pour cette partie de l'UX, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi une proposition d'autres questions aux personnes présentes ici de Manu sur l'éthique, justement, du métier. Ouais. J'ai vu l'éthique et les limites de la strat. Alors là, c'est compliqué. C'est comme poser un peu la question de l'éthique en politique. Mais l'éthique, c'est pas un choix politique, justement, quand tu essayes de le définir en vrai. Si, justement, quand tu en parles, c'est que tu n'en as plus, en fait, finalement. Ah, je suis pas d'accord, c'est quand tu en parles. En tout cas, je sais pas en politique, mais quand on parle, c'est moi, du moment que c'est comme dans l'UX, du moment qu'on en parle, c'est qu'on n'en a plus. Je vais être peut-être... on va peut-être pas aimer ce que je dis là, mais aujourd'hui, je vois éthique, UX, etc. Ça fait longtemps que l'éthique est dans l'UX ou dans l'ergo, c'est la base de nos métiers. Donc, si on n'a pas d'éthique et qu'on commence à en parler et qu'on commence à la théoriser, c'est qu'il y a un problème, en fait. Donc, mais tu as des outils qui peuvent poser la question de l'éthique dans ce que tu vas utiliser dans la connaissance utilisateur. Alors, attention, je suis d'accord avec toi en termes de méthode ou d'outils qu'on va utiliser et ce qui va en sortir. Mais dans notre pratique de tous les jours et la manière dont on met les choses en place,
L'éthique fait partie complètement du métier de base, quoi. Oui, mais Pardon. Pardon. Non, oui, justement, oui, mais ça marche quand tu fais vraiment ce métier-là pour de vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de personnes parce qu'il y a des gens qui le font pas pour de vrai. Du bullshit, il y a pas mal de bullshit quand même, pas mal de personnes qui mais rajoutent si on se UX focalise sur le bullshit, tout le monde en fait finalement. Donc, ouais, au final, mais du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui mettent en avant l'éthique. C'est pour être pas pareil que les autres personnes qui n'ont pas forcément d'éthique. C'est pour trouver des excuses aussi, peut-être aussi. Non, moi je trouve que c'est parce que tu as des boîtes ou des personnes qui font ça pour juste parce que c'est bankable et que c'est juste pour gagner des thunes et voilà, ils s'en foutent. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont comme ça, des gens dans le métier, faut pas se cacher. Mais tout le monde est comme ça. Bah, moi je pense. En tout cas, on voit ça dans beaucoup de domaines avec le greenwashing et ce genre de Ouais, choses. voilà, exactement. Oui, il y en a aussi, je suis d'accord. On est dans une société, le soft skills. Rien que parler de soft skills, c'est être dans le bullshit. Il faut être soi-même. Si on est énervé, il faut être s'énerver. Si un jour ça va pas, ça va pas. Mais il faut surtout le reconnaître. Et puis voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans une société où, même au niveau émotionnel, les gens doivent paraître plutôt que être. Et ça, c'est plutôt dérangeant. Le jour où, même dans nos métiers, les gens seront au lieu de paraître, je pense qu'on n'aura plus à parler d'éthique ou de parler de quoi que ce soit. Après, c'est ma vision des choses. Attention, je ne l'impose pas. Ouais. Moi, ouais. Mais je pense que tout le monde ne pense pas comme ça, en fait. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté où effectivement, il faut être vrai. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça va se voir si tu n'es pas vrai. Et, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas vrais. Il y en a beaucoup. Oui, ouais. Après, tu as aussi ce que les clients vont te demander, Naji, à prendre en compte. Moi, typiquement, en termes de difficulté d'éthique, quand tu développes des algorithmes et qu'on dit, OK, on a cette connaissance utilisateur, et que je dis, si j'utilise ça, je sais que le dataset va être biaisé, il peut être sexiste, il peut être raciste, je suis obligé de passer par un cours d'éthique. Et il y a un autre point, la transparence, vous parlez d'être transparent et d'être soi-même. Faut vraiment, tu parlais d'épaules, il faut avoir les épaules. Et typiquement, moi, je me suis fait coacher. Je suis quelqu'un qui suis très, très franc. Et ça m'a joué des tours. Mais à un moment donné, j'ai fait une réunion d'équipe parce que je considère que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon équipe. Bien sûr. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on perde des gros clients parce que ça ne marchera pas avec moi et parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler avec une femme, c'est une réalité. En marketing, on n'est pas énorme. C'est une réalité tout court. Oui, voilà, c'est une réalité. Et du coup, je voulais juste être sûre que je n'amenais pas mon équipe dans un mur. Mais tu sais, Lydie, qu'on était d'accord. On est d'accord parce qu'on a échangé sur plein de choses. Oui, tu sais où on en est, nous, on n'est pas très apprécié dans ce qu'on fait. Mais je pense que comme pour toi, qui par le travail, par ce que tu fais, par ton innovation, les équipes que vous avez, on impose les choses par la force des choses. Après, tout le monde n'est pas comme ça, attention, je le répète, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dirais que quand on a une posture, il faut la garder de A à Z. Moi, je connais mes défauts. Mes qualités, je m'en fous, je connais mes défauts. Et mes défauts, je marche sur mes défauts pour avancer. C'est ce qui me permet d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouvert à ce que font les autres, au contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on sacralise même trop l'UX pour ma part, tu vois. Et c'est un peu dommage parce que quand je vois, on enseigne presque tous ici, donc je peux en parler. Quand on voit les jeunes, comment ils arrivent et comme ils voient en mode waouh, ou voir des personnes qui ont 10, 5, 15, 20 ans d'expérience et les sacraliser, je pense que c'est malsain et c'est pas bon, même pour eux-mêmes. Donc, je vais un peu à droite et à gauche. Je laisse ma place à Manu qui voulait remonter. Merci pour ta réponse. Je voulais... voilà, mais nous, on se connaît, donc les gens ne savent pas qu'on se connaît. On a bossé ensemble, mais c'était juste pour parler que moi, éthique et IA, en ce moment, ça fait partie des gros sujets. Et en vrai, c'est les gens qui doivent être éthiques. Un algorithme, c'est des maths. Il n'est pas éthique, il ne prend pas de décision. C'est les mecs derrière qui ne veulent pas lui faire porter la responsabilité et qui disent « l'IA, elle est biaisée ». Mais ce n'est jamais le cas, en vrai. C'est les gens derrière. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Manu est parmi nous, c'est ça? Tout à fait, je l'invite. Et Vélo, vous m'avez manqué, vous avez parlé ouais, du coup, trop tard, j'arrive après la guerre, tant pis pour moi. Mais non. Je parlais avec le micro désactivé. Ah,
La question qu'on me pose souvent quand on fait de la strat, c'est que du coup, quand on fait la politique de l'entreprise, des fois, il faut savoir aussi en jouer, c'est-à-dire jouer sur les budgets, se battre. Clairement, moi, un de mes bouquins fondateurs, c'est l'art de la guerre, pardon. Faut l'avoir lu. House of Cards, des fois, j'ai l'impression que ça décrit mon métier par moment, parce que faut savoir tirer les ficelles. En fait, le truc, c'est est-ce qu'on est prêt à jouer avec un système qui joue avec ça? Il y a des boîtes qui sont extrêmement politisées et Ubisoft fait partie des boîtes qui étaient extrêmement politisées pour qui j'ai pu travailler, une des plus, en tout cas que derrière, moins chez Asmodée. Mais voilà, c'est est-ce qu'on est prêt à jouer dans le même jeu que les autres, qui des fois s'asseoir un peu sur nos valeurs, parce que c'est clairement ce qu'on nous demande de faire des fois. Ou moi, par exemple, on m'a demandé de soutenir le projet d'un collègue que j'étais pas du tout d'accord et qui était anti-user, mais en échange d'un budget de collaborateur. Donc des fois, on en est là, malheureusement, dans nos sociétés, c'est de devoir sacrifier une partie de ce qui nous tenir ce qu'on veut pour un bénéfice plus loin, quoi. Et c'est un vrai débat que chacun doit avoir. Et je suis assez convaincue qu'il ne faut pas essayer d'imposer son éthique. Et vous êtes tous les deux d'accord, enfin tous d'accord là-dessus. À partir du moment où on impose son éthique à quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est plus dans l'éthique. C'est qu'on impose une vision qui est étriquée, qui est souvent mal documentée, parce que l'éthique, c'est des philosophes et c'est des bouquins, c'est tout un système. Et donc, dès qu'on commence à le faire, je pense que c'est là où on pète plus haut que son cul, si je peux me permettre l'expression. C'est clairement ça. Après, tu vois, tu parlais d'Ubisoft ou d'un autre projet. En tout cas, moi, je suis sorti de toutes ces boîtes-là parce que j'avais besoin de mon indépendance. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque les freelances, quelle que soit leur année d'expérience, quand tu commences à leur dire pourquoi vous êtes freelance, c'est parce que je veux être indépendant et choisir les sujets sur lesquels je veux travailler. Si je suis pas d'accord, je me barre. Moi, de nombreuses fois, je me suis dit, bah écoutez, on matche pas, salut. Je vous mets en contact avec quelqu'un que je connais et qui fera le travail. Mais ça, c'est possible quand tu as déjà du succès. Quand tu as besoin de travailler pour... je suis moins d'accord avec ça sur ce coup-là, parce que des fois, tu es quand même aussi obligé, pour avoir ta fin du mois qui vient s'aligner, des fois, de faire des concessions. Enfin, en tout cas, si tu as de la chance peut-être d'avoir un réseau professionnel et nous renommer Ketel, mais je pense à tous les juniors qui vont nous écouter derrière, où des fois, on n'est pas forcément confort de renoncer à un stage à gauche pour avoir celui d'à droite. Enfin, il y a toujours cette question de est-ce que la fin justifie vraiment les moyens. Moi, je l'ai fait dès le départ, hein, je veux dire, clairement. J'avais pas d'expérience et je l'ai fait dès le départ. Après, c'est sûr que ça m'a mis dans une galère grosse pendant un an et demi. Mais à partir de là, ça a permis de me construire clairement dans la position que je voulais avoir, quoi. C'est sûr que tu refuses des choses. Il y avait des trucs sur lesquels je voulais pas travailler et que je travaillais pas ou peu, comme le retail. Je l'ai fait une fois et je sais pourquoi j'aimais pas le faire. Donc voilà. Mais ouais, c'est clair que c'est... Après, il faut savoir ce que tu perds et ce que tu gagnes, ça c'est sûr et certain. En tout cas, moi, pour l'année prochaine, je vais prendre des cours en auditeur libre à la fac de l'armée, tu sais, sur Paris, où on t'apprend à négocier. Justement, vous parliez tout à l'heure de négociation. Et c'est vraiment très intéressant. Nous, on a été approchés par... justement la partie militaire française et c'est assez intéressant de pouvoir voir comment eux négocient. Après, voilà, quand je disais je connais mes défauts, ça m'apprend surtout aussi à être... La 8ball vient de parler et on a explosé le timing. Et nous sortons un peu du sujet et aussi nous sommes en train d'exploser le timing. 1h15 que nous discutons ensemble et qui peut nous embarquer sur énormément de sujets, de débats. Si nous étions dans une même salle, je vous proposerais bien qu'on discute de tout ça autour d'un verre et je ne doute pas que la soirée serait longue et avec de nombreux sujets et super intéressante. Mais par rapport à notre timing initial, je pense qu'il est l'heure à présent de faire remonter, de réinvoquer Lydie sur scène et vous êtes de nous dire à tous au revoir. Absolument. Merci à toutes les personnes qui sont montées sur scène. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes dans le chat. Merci à la FLUPA de nous avoir accompagnés pour cet événement. Et nous allons à présent rendre ces slides, cet événement, les énergies à la Terre. Ah!